Bonjour à tous et bon appétit puisque vous êtes encore à table et nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir que des personnes importantes. On va commencer avec M. Eric Coriolan. Bonjour. Bonjour Yannick Zandonis. Après, on va recevoir M. Alex Mondello qui a sorti cet ouvrage il y a quelques semaines et il nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On est bien content. Plus tard, Yannick Zébus vient de créer quelque chose, un observatoire des militaires de la Guadeloupe, s'appelle Taveille. Il va nous expliquer comment ça fonctionne. Et puis Claudie Lombion, qui est une chroniqueuse importante aussi, puisque aujourd'hui, elle va nous parler de la FEAMPA, c'est-à-dire c'est le cap sur l'économie bleue. Et oui, elle nous avait proposé ça dans le financement public, les clés. Et puis on va terminer avec notre juriste Isabelle Faye. Voilà un petit peu la liste de nos invités. Il y a de quoi tenir bon jusqu'à 14 heures. Sinon, l'actualité, c'est Ima News qui est là et elle va nous dire ce qui fait l'actu aujourd'hui. Oui, une actualité marquée aujourd'hui par l'ouverture sur la Caraïbe pour des élèves qui sont de Barbade en immersion ADE. Ce sera l'occasion de tisser des liens et de découvrir d'autres réalités à travers leurs yeux. On parlera aussi des enjeux du territoire avec le Césaire qui a présenté son rapport de résolution du Congrès. Donc, on fera un petit retour sur cet événement. Et aussi, on parlera d'agriculture avec le président de la SAFER Guadeloupe qui a signé une convention avec les jeunes agriculteurs. On terminera par l'expression artistique qui s'est développée lors d'une soirée poétique avec une exposition de tableaux réalisée par Didier Destouches. J'aurais bien commencer par le deuxième sujet, vu notre invité. Notre invité, oui, on va parler de la présentation du rapport du Césaire. Donc, le Césaire qui a présenté ce rapport avec Christophe Watcher et le président de région Harry Chalus, un document qui est censé être stratégique pour 89 pages. Proposer les bases de réflexion sur l'évolution de notre territoire, des compétences et des perspectives de développement. On voit un reportage de Lucien Nébor. Le Césaire, c'est quand même une entité qui travaille avec la région. Le Césaire existe dans toute la France. Il y a le CESE national. Donc, ce sont des personnes de tous bords politiques, des syndicats qui siègent, le monde associatif, touristique, agricole. Donc, ce sont des Guadeloupéens de tous bords qui ont travaillé pendant un certain temps sur les 4 résolutions pour nous sortir ce rapport. C'est une expertise du Césaire que nous allons mettre à la disposition des Guadeloupéens pour vraiment prendre lecture, je pense, pour se faire une idée et vraiment pouvoir aussi, pourquoi pas, faire un retour à la région, à la commission ad hoc et au Congrès. Le président de région nous a saisis pour que cette représentation du territoire donne sa vision du processus d'évolution institutionnelle et de l'étape qui était franchie au mois de juin dernier. C'est ce que nous avons essayé de faire. Alors, ça donne lieu à la production d'un document de 80 pages. C'est un document qui peut apparaître un peu technique, mais dont l'idée est de fixer un certain nombre de points d'alerte. Il ne s'agit pas de dire on veut telle compétence, on mérite de faire telle chose ou aller dans telle direction. C'est en tout cas pour nous de dire que pour exercer telle compétence, il faut tenir compte de tel élément, tel élément, tel élément. Il s'agissait aussi pour nous de dire que telle revendication nous semble être un petit peu prématurée. Je suis pour une évolution institutionnelle, mais pas à n'importe quel prix, que le Guadeloupéen soit vraiment très bien informé. Pour une collectivité unique, pourquoi pas? Bon, beaucoup ne veulent pas que le pouvoir soit remis d'une seule personne. Je comprends cela aussi, mais comme je l'ai Une petite coupure. Voilà. Bien. Alors, je vous l'ai dit qu'on a invité Eric Coriolan, puisque nous sommes maintenant pratiquement 3 semaines des élections municipales et communautaires. Les communautaires, ça se bloque un petit peu sur Cap Excellence. Et donc, c'est nécessaire de faire un petit point avec Eric Coriolan, qui est un observateur politique, présent sur tous les réseaux sociaux, un spécialiste des réseaux sociaux, plus que toi. Hein. Oh oui, ça c'est sûr. Je ne sais même pas combien de followers il a maintenant. Je ne sais pas de savoir. Oui, merci d'être là. Alors, une analyse globale de ces municipales et ces communautaires. Spécialiste des réseaux sociaux.
et assez présent politiquement aussi. L'analyse que j'en tire, les vrais sujets, à mon avis, ont été un peu ignorés. Oui, mais malheureusement, on va rentrer dans des périodes compliquées, des périodes charnières pour la Guadeloupe et même pour le monde aussi. Et j'ai regretté, d'ailleurs, dans l'un de mes écrits, qu'on n'avait abordé ni le projet d'évolution institutionnelle, d'ailleurs, on va en parler, mais aussi la situation internationale, la situation de la France contrainte dans cet Occident, avec tout ce qui se passe au Proche-Moyen-Orient. Hein. Donc, bon, c'est pas le niveau municipal, c'est pas un maire qui prend une décision de ça, mais le maire est déjà le premier étage politique. Faut parler de ça, parce que on élit des gens qui vont devoir prendre des décisions ou des politiques publiques en fonction de la situation internationale et nationale française. Bien entendu. Et donc j'ai regretté un peu de ça. Malheureusement, comme d'habitude, ça se joue à coup de moyens financiers, hein, encore. Et on n'a pas vraiment l'espace de débat pour débattre des vrais sujets. J'ai regretté un peu ça. Bon, j'étais engagé à Goyave. Il y a eu un changement, hein, puisque le maire qui était là depuis 18 ans est tombé, remplacé par une nouvelle équipe. C'était vraiment pas votre tasse de thé. Ah non, j'avais des profondes divergences avec M. Louisi, puisque je l'ai dit souvent, il suffit de venir à Goyave, était assez endormi, donc j'espère que l'équipe qui a été élue fera le travail qu'il faut, parce qu'il y a du travail. Donc je souhaite que M. Edom et son équipe relèvent ce défi, qui est vraiment de réveiller Goyave. Donc je me satisfais de ce résultat-là. Et on verra, il y a 100 jours déjà aux nouveaux qui seront en place. Maintenant, globalement, sur la Guadeloupe, il y a une autre chose que j'ai observée, c'est que le GUSR, bon, tous les observateurs l'ont dit, c'est quand même a ouvert ses ailes de près ou de loin. Oui, mais il va les récupérer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas officiellement GUSR, qui n'étaient pas investis, qui seront GUSR dans quelques temps, parce que c'est la pratique du GUSR de passer faire ses courses après les élections, et on verra. Et il y a une autre chose dont j'ai parlé récemment, il faut qu'on commence à en parler. Moi qui suis observateur, comme vous l'avez dit, de la vie politique depuis longtemps, je connais bien le paysage politique, je connais les gens. Dans plusieurs communes gagnées par le GUSR, il y a des listes communes ou des, je ne vais pas dire sympathisants, mais des gens très proches du Rassemblement national. Très proches. Le premier adjoint de Capession n'est pas très proche, il est membre du il n'est pas membre, parce que peut-être quelqu'un est rentré GUSR. Donc bon, pour l'instant, j'en sais rien. Pour l'instant, il est premier adjoint de Jean-Philippe Courtois. Mais ça a aussi été proche. Aussi. Donc bon, à Goyave, à Capesterre, à Bémao, on a plusieurs communes en Guadeloupe où des gens très proches de cette tendance-là qui flatte certains Guadeloupéens, hein, que beaucoup de Guadeloupéens se reconnaissent par rejet peut-être de ce qui existe dans ce courant-là. C'est le choix de M. Losbar d'accepter ce genre d'alliance. Mais dit franchement, alliance. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on fait monter ça, et puis on va appeler à un vote sanction, à un vote barrage, quand les choses vont devenir compliquées. Et il faut que les Guadeloupéens fassent attention à ça, parce que je pense que historiquement, la Guadeloupe doit faire attention. Mais le vide politique, je dis ça, mais c'est comme si je ne disais rien. Le vide politique est tellement flagrant que les gens ne savent plus à quel sein se vouer, et donc mettre leur confiance dans tout ce qui peut exister. Quelque chose avec Oriolin, c'est que chaque fois qu'il y a un changement de présidentiel, de président de la République française, nos politiques suivaient la ligne. Hein. Oui, mais comme j'attends dit que c'est Fonds National Gravine, tout le monde n'a qu'à parler à l'Isaïe. Non, mais ça, et malheureusement, c'est ça. Bon, on n'a pas de verticalité, à part quelques hommes. J'ai entendu, j'ai eu beaucoup de divergences avec Victor Lurel, mais entendu en conférence qui a dit, attention, parce que il a, lui, une certaine verticalité de gauche. Moi, pas dans des pratiques de gauche ou de droite. Je pense qu'en Guadeloupe, on doit avoir un point de vue politique
En passant, s'il faut placer à droite, s'il faut placer à gauche. Alors, il y a la sensibilité sociale qui, effectivement, qu'on place plutôt à gauche. Mais c'est compliqué en Guadeloupe de définir ça. Mais on ne peut pas forcément rester à la remorque de ce qui se passe en France. C'est pas parce que l'extrême droite ou la droite radicale qu'avait ni cordon à bousseler en France pour qu'on pense qu'on est obligé de composer avec eux. Parce qu'on a une histoire, parce que notre pays est ce qu'il est. Et voilà, il faut nous respecter ancêtres en aussi moins. Donc, je pense que ça a beaucoup manqué, ce qui fait que il va y avoir des bouleversements politiques dans les années, dans les mois qui viennent, dans les mois et des années qui viennent, parce que tout ça va se mettre en place. Tous ceux qui se sont cachés à un moment, ils vont devoir se montrer. Ils vont devoir se montrer parce qu'il va y avoir le débat sur l'Assemblée, Assemblée unique ou institutionnelle. D'ailleurs, l'évolution. Là-dessus, il y a une chose que j'observais. Il faut faire bien attention. Dans cette histoire d'évolution institutionnelle, entre guillemets, il y a deux volets. Il y a le volet politique et le volet organisationnel. Alors, beaucoup de gens parlent d'autonomie parce que ça ressemble à une forme d'autonomie. Or, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est une organisation administrative aujourd'hui pour que la France, qui n'a plus d'argent, puisse ne plus en distribuer déjà le peu qu'elle distribue ici. Et malheureusement, quand on parle et qu'on laisse, même si certains savent que ce n'est pas une évolution statutaire, c'est une évolution institutionnelles, ce sont des pratiques administratives, réunir, comme disait le président Chalus, certains parlent d'assemblée unique, c'est une organisation pour moi administrative, et le volet politique dans lequel je pense que certains se font tromper, qui n'a absolument rien à voir, parce qu'on n'est pas du tout sur le coup. J'ai lu le projet porté par le GIUSR. On est loin de l'aspect politique qui devrait exister. J'ai lu aussi les recommandations des députés Outre-mer qui avaient fait un rapport également là-dessus. Ce qui est demandé n'est pas du tout dans ce projet. Ça veut dire que c'est de l'impréparation. C'est de l'impréparation. Or, je ne suis pas... Alors, j'ai vu que lorsque j'écris, il y a beaucoup de gens qui commentent, je ne suis pas du tout un statu-quoiste. C'est-à-dire, pas pour que la Guadeloupe reste en l'état là et là. On a bien vu que la départementalisation est arrivée quand même à ses limites, on veut dire. Et qu'il faut faire autre chose. Mais qu'à-nous qu'a fait pendant le laps de temps où on a, depuis la départementalisation 1946 jusqu'à aujourd'hui, pour élargir... Qu'avons-nous fait? Et lorsque je parle d'habilitation, de toutes les lois de décentralisation qui ont été augmentées, ça n'est pas parfait. Effectivement, ça ne suffit pas pour ce que nous... Mais qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que responsables? Je dis nous, j'élargis, parce que moi, pas élu, pour côté, mais les élus, ceux qui sont en responsabilité, qu'avons-nous fait de ce que donne la décentralisation, en exemple pour faire confiance au peuple? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Les gens votent quand même pour eux, mais les gens bloqueront, à mon avis, au moment de demander plus de pouvoir, parce que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a, qu'est-ce que nous faisons? On va pas prendre l'exemple de tout ce que j'ai pu citer, l'état des routes, où nous sommes pratiquement autonomes, c'est nous qui gérons l'eau. Alors, il y a plusieurs responsabilités, parce que l'eau, il y a aussi une part de l'État, il y a énormément de domaines où nous pouvions montrer l'exemple du savoir-faire. Or, on n'en est pas là. Donc aujourd'hui, pour moi, demander plus de pouvoir, je ne pense pas du tout que c'est cette évolution institutionnelle qui va améliorer la situation de la Guadeloupe. Je pense qu'il faut véritablement se mettre au travail, mais ça, encore une fois, c'est un vœu pieux peut-être. Je pense qu'il y a quelques nouveaux élus, il faut regarder. Ceux qui sont déjà là peuvent peut-être se corriger. Il faut que des gens qui ont conscience de la Guadeloupe arrivent de plus en plus. C'est pas nous qui voyons ça. Moi, je ne suis pas pour un truc immédiat là dans les mois qui viennent. Absolument. Comme j'ai l'impression qu'un certain nombre de patriotes vont peut-être se sentir vieillir et ils veulent voir quelque chose avant leur disparition. Il faut pas être dans ces chimères-là. Il faut prendre le temps. Moi, je veux que des gens comme Laurence Makiaba deviennent maires et cultivent un peu un moment à mairie. Il faut que M. Ronald Selbonne, je parle de ceux qui sont les plus connus comme étant des patriotes politiquement engagés, et des gens comme ça arrivent au pouvoir dans ce système-là, même s'il a des contraintes, mais montrer par l'exemple ce qu'on peut faire. Et je pense que là, nos enfants vont prendre exemple de ça et suivre un certain courant. Aujourd'hui, c'est ce qui est proposé par le GIUSR, qui, je le rappelle, est en hégémonie politique. Oui. Il n'est pas question, pour moi, de confier, enfin pour moi,
je ne pense pas que les Guadeloupéens devraient suivre un groupe comme celui-là. Il y a une celui-là. grande défiance des Guadeloupéens. On voit bien au niveau de l'abstention. Chaque élection, le nombre de votants diminue. Même une élection de proximité, comme l'élection municipale en général, on dépassait les 63, 64, 65% Bien sûr. de participants. Cette fois-ci, ça s'est réduit à peine 50%, 51%. Oui, progressivement, les gens quittent les urnes. Et Il y a ça une veut- raison. Non, oui, il y a une raison. Ça veut dire qu'il faut chercher raison là. Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut prendre. C'est comme. Alors, cette évolution institutionnelle ou statutaire, parce que bon, on ne sait pas vraiment. On vous parle d'autonomie en cachette pour faire croire à ceux qui souhaitent une évolution politique qu'il y a de cela dedans. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est une évolution institutionnelle qui, d'ailleurs, si on regarde bien, même si c'est pas vraiment le cas, répond à un certain nombre de demandes de l'Europe pour uniformiser. La France est le seul dans ce système. Voilà, l'Europe fédérale. Et encore une fois, je trouve suspect et je trouve curieux que les Guadeloupéens se laissent avoir dans cela. Avec le taux de chômage que nous avons, avec la situation de la Guadeloupe, on ne peut pas courir après ce genre de choses. Il faut bien noter que sur cette question-là, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, a une autonomie encore plus large que ce qui est prévu. Malgré ça, il y a une difficulté. Alors là, par exemple, Saint-Martin, Mandé Saint-Martin, qui situation aille. Alors, on nous parle de Saint-Barth, mais Saint-Barth était déjà riche avant l'évolution institutionnelle, parce que c'est un tourisme de luxe qui a toujours fonctionné, qui aurait même pu profiter à la Guadeloupe, mais nous laissez partir. Bon, le droit des peuples à l'autodétermination. Et voilà. Donc, les exemples ne parlent pas en faveur de cela. Et encore une fois, c'est pas un discours passéiste, c'est pas un discours conservateur, c'est pas un discours statu-quoiste que je tiens. C'est un discours pragmatique. Je pense, et les Guadeloupéens, et ce n'est pas non plus du populisme. On n'a qu'à profiter d'antenne pour répondre à toutes les questions et à tous les attaques que je vais recevoir. Je suis vraiment quelqu'un qui veut que la Guadeloupe aille vers autre chose, mais bien. Et lorsqu'on sent de l'impréparation, j'ai vu M. Losbar en discussion, presque en clash avec le MEDEF et le monde de l'entreprise, où il disait qu'il les avait consultés, eux-mêmes disaient qu'ils n'avaient été consultés. Bon, il y a un cafouillis, c'est-à-dire que ça n'est pas sérieux. Donc, il faut, même si c'est Losbar qui le porte, qu'il aille roussiser, qu'il travaille pendant 10 ans. Moi, à mon avis, il faut 10 ans de travail. Et attention, dans la population, aller dans chaque quartier, dans chaque petit coin, dans chaque petit lolo. Ça fait pour campagne municipale. Aller faire campagne en tout lolo, avec Sono, avec tout bitin. Allez voir les gens, pas forcément avec Sono. Allez voir les Guadeloupéens pour s'enquérir de ce qu'ils veulent. C'est pas un entre-soi intellectuel où on écrit. Le Césaire a fait un très beau travail, mais je pense que ça manque encore de terrain d'aller voir. Moi, je rencontre les gens dans les petits quartiers. Allez parler en créole, tout le monde pas fort en français il y a que Dieu qui a oublié de la Guadeloupe, qui j'ai envoyé la Guadeloupe avant, qui j'ai envoyé idem, qui j'ai envoyé Timounayo. C'est ça qu'il faut faire, une véritable campagne. Comme au municipal, ils savent le faire, comme pour les législatives, ils savent le faire, comme régional, ou régional, il faut trouver Sono, il faut trouver l'argent pour aller faire campagne. Allez faire campagne auprès des Guadeloupéens, pas pour leur imposer votre vue, mais leur demander comment voyez-vous la Guadeloupe. Et là, on commencera à parler. Une dernière chose, quand même, c'est... je m'aperçois quand même d'une chose, c'est que la jeunesse n'est pas vraiment prise en compte. Ben, pas du tout. Il n'y a même qu'à y voter. Ben, il n'y a pas qu'à y voter parce qu'il n'y a rien qu'à répondre à ça. C'est-à-dire que bon, ils se sont retirés, ils ne se reconnaissent pas dans le monde politique, ni en moins ni en pas moins. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, je pense que cette jeunesse-là qui est victime du système, il faut dire que le système a provoqué de vrais accidents sociaux ici. Et cette jeunesse-là regarde et il n'y a pas monde qui est capable de relever des filets, des points crozailles, quoi. Et elle se retire. Alors, quelques jeunes arrivent à s'impliquer un peu. Ils sont très peu. Il y a quelques jeunes qui essaient de rentrer dans le monde politique. Malheureusement, ils rentrent dans les machines politiques qui ne portent aucune véritable aspiration populaire. Alors, juste deux remarques avant de donner la parole à monsieur Mondelo. Premièrement, comment tu expliques l'échec de Sikadou Sabimao? Je crois qu'il a pris un risque politique, à mon avis. Moi, c'est mon observation. Je pense que Teddy Bernadotte aurait dû y aller direct. Il aurait eu le résultat véritablement. Bon,
n'a pas l'habitude du suffrage universel. C'est un homme de cabinet, c'est un homme qui est souvent derrière, mais il fallait essayer. On a bien Edom qui est un homme de cabinet qui a essayé et qui a réussi. Donc je pense que Harry Chalus a peut-être un peu payé ça. Après, je ne m'explique pas, mais c'est un accident politique important. Moi, je pense qu'il sait rebondir. Louisy, 18 ans, 18 ans qui était là, et bon, je l'ai bien quand même travaillé au corps, moi et d'autres, pendant ces, on va dire 15 ans, pendant 18 ans, on a fait politique contre lui. Et je pense que M. Edom et son équipe sont arrivés au bon moment. Il y a l'usure du pouvoir, il y a l'état de Goyave, il y a aussi, je pense, l'effet du SMGEAG qui a joué aussi sur la défaite de Ferdi Louisy, parce qu'il était, et il faut le dire, il était au nid de toute la Guadeloupe par rapport à l'échec du SMGEAG. Et bon, on a un technicien qui a su en profiter. Sur ce qui est dit d'une manière générale, on voit que maintenant, c'est sur la dernière question aujourd'hui, manque de faire ouvrir parce que nous habitons à Balé, on se rend compte qu'il va y avoir une grosse bagarre autour des communautés d'Ablo. Déjà aux abîmes, à CSBT, alors, Cap Excellence, il paraît que ça va être la guerre parce que Mado l'a annoncé dès sa campagne municipale. Il a défendu à Bémao. Ouais. Bon, je pense que Jalton est puissant et avec Pointe-à-Pitre, ça devrait être réglé. Mais ça veut dire aussi que même si ça se fait comme le souhaiterait M. Jalton, il y aura des tiraillements pendant la mandature parce que les choses ne se prennent. Mais c'est très bien. Ça veut dire que le monde bouge, tout n'est pas acquis. C'est pas comme avant, où ils vont décider, on va mettre. Les gens annoncent déjà leur intention. Alors sur notre communauté Nord-Basse-Terre, je ne sais pas vraiment comment ça se présente. C'est mon ami Adrien Baron qui est en pole position, élu comme maréchal à 90%, mais dans sa commune, à Sainte-Rose. Donc je ne sais pas comment on va les autres. Honnêtement, nous belle élection, il va pas m'inviter moi dans l'inauguration. Donc en passant qui j'en sais qu'à y passer. Il y aura qu'il y ait président. Voilà. Donc non, mais c'est un homme franchement qui a du caractère, certes, mais qui a une volonté de faire bouger les choses. S'il garde cette énergie, cette envie de faire, je pense qu'il peut faire. Il y a des endroits où ça peut bouger. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que les gens ne votent plus, le fait que le GUSR, même si des fois ce sont des gens, ses alliés, qui sont au pouvoir, est quand même bousculé, on l'entend, parce que je pense que cette abstention est due au fait que les gens ne voient pas pour qui voter. Et je pense que ceux qui ont été élus, que ce soit dans les communautés ou au niveau des mairies, vont changer un peu les pratiques politiques pour inspirer un peu plus confiance. On ne peut pas continuer à faire comme ça. Et surtout, l'évolution institutionnelle qu'ils veulent ou statutaire aille vrai peuple. Il faut que ça descende plus dans la rue parce que c'est effectivement la Guadeloupe ne peut pas rester dans cette situation. Mais avec la population, avec les Guadeloupéens, avec tous ceux qui composent le monde économique, le monde social, le monde associatif qui disparaît de plus en plus, c'est ces gens-là c'est de là que doit venir le projet, mais la jeunesse dans tout ça. Et c'est de là que doit venir le secours de la Guadeloupe, je veux dire, parce que là on va battre la P40, là on va M. Trump qui a décidé qu'il a barré l'Atlantique c'est là, et voilà. Donc il faut qu'on prévoie pour l'avenir entre nous, mais avec la population pour qu'il n'y ait pas ces ressentis, avec une large adhésion populaire, en tout cas une large information. Alex Mondelo, merci. Nous avons commencé cet entretien-là, nous avons suivi après la pause. Alors, je lis quelque chose qui m'a interpellé. La mode, art à part entière, symbole d'être d'un peuple, notre savoir-faire, notre rapport culturel font de nous un des maillons de la construction de l'humanité. Ta réflexion. Oui. C'est tout à fait normal. Combien d'années déjà de mode? En Guadeloupe, une cinquantaine d'années. Cinquantaine d'années. Avec des études, pratiquement 55 ans. Et aujourd'hui, là, comment tu te sens par rapport à ça? Alors, on va rappeler que le dernier fois maillé, c'est en 24 heures, il fait quoi? Il fait Veslive pour moi. Enfin, il fait l'ingénieur pour moi. Moi, ne pas ça, mais enfin, il dit ça, il remet aussi au public. Alors, pourquoi on écrit là ça? Pourquoi ce livre? Eh bien, c'est pour laisser un témoignage, c'est pour laisser une manière de transmettre et de faire savoir l'évolution de la mode depuis les années 70 jusqu'à nos jours, et voir le cheminement du secteur de l'habillement qui m'est cher, quoi.
Et puis, tout ce que j'ai pu apporter, ma contribution au niveau du secteur de l'artisanat. Parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il faut lire ce livre-là, parce qu'il y a vraiment, moi, j'ai appris plein de choses sur... ça vous déjà fait tout ça, putain. Hein? Elle fait suffisamment pour chez moi. Non, mais sérieusement, avec des grands couturiers, même au niveau international, tout ça, c'est vrai que... Alors, est-ce que, d'un point de vue général, en tant que modéliste, on avait dit, finalement, vous sentez que le vêtement mode guadeloupéen il évolué dans les derniers 50 ans quand vous faites ça? Qui ont vu l'évolution là? Eh bien, il faudrait qu'on puisse définir ce qu'est une mode guadeloupéenne. Ouais. À mon avis, qui n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas? Eh bien non. Il faut prendre l'autre. Habiller le Guadeloupéen, faire porter des vêtements guadeloupéens, oui. Il y a des couturiers de talent qui ont une ligne, qui font ce qu'il faut pour que les Guadeloupéens se reconnaissent dans leur travail. Oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une mode guadeloupéenne. Ah bon? Mais là, alors, une mode guadeloupéenne, ce serait quoi alors? Qui tient compte de notre identité, qui est multiple. Mais non, parce que je vois quand même les costumes traditionnels, les robacos, tout ça, ça carouvine de temps en temps. Donc c'est que ça traversait quand même. Qui carouvine de temps en temps. Oui. Alors, moi, en cas dit que nous, issus d'un peuple d'origine multiple, donc l'Europe, la Caraïbe et l'Afrique. Oui. Et la robe créole, c'est une robe d'origine bretonne. Oui, je sais, c'est ça. Qui était portée à l'époque par les mulâtresses arrogantes, les maîtresses de maître. C'est dans l'historial antillais. Ouais. Mais Marie, peut-être qu'elle n'est pas sortie en Europe quand même. Hein. Mais c'est un élément. Oui. Boukibitin n'ont pas adopté Bouboula qui est africain. Et décliné. Pas oublier que c'est les Guadeloupéens qui arrivent, les Africains qui arrivent ici, ils ne veulent pas tout unir. Ils ne pas une bonne linge. Rien. Oui. Ils ont obligé de créer à partir de ça qui était né ici. Ils ont créé à partir de ce qui était en Guadeloupe. Tout à fait. Les moyens qu'ils avaient aussi. Tout à fait. Oui. Donc, en mode, nous t'ai dit identitaire. Oui. Mais non doudouiste. D'accord. Parce que nous pensons nous, justement, par tout ça que nous avons tendance actuellement de repousser. Oui. Et c'est ça nous adopter. Même au niveau dernièrement, au niveau du carnaval, en attendant que les gens fait des vêtements, satin, un bitin, du colonialisme, en permettre ça. Mais c'est même monde là qui a dit ça là, c'est eux qui ont valorisé la robe créole comme une mode guadeloupéenne. Donc, chercher difficulté là qu'il y a là pour positionner sur que ça y a aidé eux-mêmes vraiment. Bon, nous avons un petit pause, nous allons retrouver notre allée pour la deuxième partie de l'émission là. Vous pouvez prolonger simplement parce que ça, on va dire, c'est très important du point de vue, du point de vue de la théorie, même de la mode guadeloupéenne, puisque la plupart des créateurs aussi qui ont dit que c'est de la mode guadeloupéenne, et vous, en vrai, que justement, que vous, pas du tout l'arrêt là, on en parle dans un instant pour la première pause, on se retrouve tout à l'heure. On remercie, vous tenez un petit mot à dire, c'est ça? Non, c'est moi qui tiens à remercier de faire sortir des réseaux sociaux. Merci. À bientôt. Et c'est payé dernière fois. C'était le mot. À très bientôt. Merci. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure avec M. Alex Mondelo et notre prochain invité, Yannick Zébus. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous et nous sommes avec nos invités. Alex Mondelo, je l'ai dit, qui est auteur d'un ouvrage autobiographique sur son expérience même de la création, nous pays de la mode, au niveau viendra. Et puis, on reçoit de nouvelles consoeurs. Yannick Zébus, bonjour. Bonjour, nouvelle pas vraiment, mais bon. Qui vient de créer un observatoire des médias de la Guadeloupe, on va en parler dans un instant.
Tu nous fais un petit rappel vite rapidement. Oui, on a parlé du César qui a présenté son rapport. On en a parlé avec M. Coriolan. On va évoquer les élèves de la Barbade qui sont en immersion donc sur des haies avec des collégiens. On parlera aussi de la SAFER et de cette nouvelle convention qui a été signée avec des jeunes agriculteurs. Il sera question de poésie avec Didier Détouche et du prix de l'essence, micro-trottoir qui a été réalisé par l'équipe de Canal 10. Oui, dans un instant, je termine avec M. Mondelo. Alors, Alex Mondelo, tu expliquais tout à l'heure que la mode guadeloupéenne aujourd'hui, ce qu'on voit, elle est plus doudouiste qu'identitaire, au sens propre. On va dire comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu mettre en place une filière mode. Ouais. Et c'est ça toute la difficulté. On n'a pas de matière première. On a des possibilités de faire des teintures. On a l'époque où je pensais à ça et discutais avec les collègues, le centre de métier d'art qui est un outil très important. Il y a même une organisation, vous aviez créé un moment, une association. Il y a eu le syndicat. Le syndicat, voilà. Le syndicat des tailleurs couturiers de la Guadeloupe, que j'ai fondé avec d'autres en 1979. Absolument. Ce qui nous a permis, avec l'ensemble des organisations professionnelles à l'époque, la mécanique, la boucherie, le bâtiment, l'électricité, de faire une équipe pour rentrer à la chambre de métier et pour impulser une dynamique au niveau du secteur des métiers. Et de là, depuis 80, on a vu l'évolution même de l'artisanat. Il faut dire qu'à l'époque, dans l'esprit des Guadeloupéens, une partie d'entre eux, quand même, être artisan, ce n'était pas un choix, c'était la conséquence d'un échec. Ça veut dire, au pâté peut faire d'autres bitins, bon, on y dit. Comment vous voulez faire? On y dit, mais il faut porter au manèvre. Ouais. Or, on a vu par la suite que c'était tout autre chose. Et donc, l'équipe à laquelle j'appartenais avec Privat Thompson, Audiné, Glandor, Baster, le Père Rotin, enfin, on a pu mettre en place des outils qui ont montré que l'artisanat était tout autre chose et qu'un artisan est indispensable. Mais c'est le premier poste de création d'emploi en Guadeloupe, c'est le secteur artisanal. Mais oui. Malheureusement, c'est une entreprise avec une seule personne le plus souvent, malheureusement. Mais oui, mais une personne, non. L'artisanat, on va jusqu'à 10 personnes à l'époque, sans compter les membres de la famille et tout ça. Il faut dire aussi que la Chambre de métier immatricule une entreprise à caractère artisanal, voilà. Pas un artisan. Un artisan, c'est un titre de qualification. Tout à fait. Et donc, pour parler de mon secteur, puisque c'est la mode qui m'a permis de rentrer à la Chambre de métier, puisque j'étais artisan dans le secteur de l'habillement, on a mis en place toute une série, l'apprentissage, des festivals de mode pour montrer le savoir-faire. Et aujourd'hui, que constatons-nous? Il n'y a plus de section couture à la Chambre de métier. Oui, c'est ce que j'ai constaté, justement. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est un peu de la faute des professionnels et aussi des dirigeants actuels de la Chambre de métier. Il ne faut pas se voiler la face. Si on dit qu'il faut développer l'économie de la Guadeloupe, mais il faut prendre dans toute sa plénitude, dans tous les secteurs. Puisqu'on... Bon. Et encore une deuxième chose. Quand on regarde la situation de ceux qui enseignent en Guadeloupe, et depuis très longtemps, l'éducation nationale, c'était que la couture floue, sur divers stades, CAP, BEP, maintenant Bac Pro, mais toujours couture floue. Mais en plus, couture féminine. Alors, ce qui veut dire, Danick, pas une formation qui permet aux jeunes Guadeloupéens de faire un costume en Guadeloupe. Non, ça, on remarque ça. Donc, je pense que là aussi, c'est le rôle de la Chambre de métier de pallier à ce genre de choses. Donc, il a failli... Même les défilés de mode assez rares en Guadeloupe. On reste surtout sur le podium, parce que la mode, c'est ça aussi. Ouais. C'est très individualiste quelque part, puisque c'est chaque monde... Bon, c'est vrai, j'ai fait non à eux, ceci, cela. Mais bon, on force à un moment donné, mettre autres en commun, qu'on nous fait pendant pas mal de temps, pour faire ce secteur-là avancer. À travers les actions de la Chambre de métier, par exemple, nous avons eu l'occasion de monter une galerie artisanale à Destrelan, qui était là pour te développer, pour te permettre aux artisans de vendre. 400 mètres carrés à l'époque. Mais quand il est passé Danick. Là, nous dit que c'est bon, nous quand même monter ça à Destrelan, parce que moi, j'étais responsable à la commission de promotion. Alors, nous décidé de monter une coopérative pour l'ensemble de l'artisanat d'art et autres.
eh bien, ça a été très décrié par tout un pan d'artisans qui étaient qu'à mettre idéologie avant l'intérêt général. Quand après 6 mois, nous laissé coopérative là, parce qu'elle vient ouverte, moi, on était là pour t'impulser, puisque bon, on tenait d'autres activités, eh bien, nous rendons compte que tout cela qui était qu'à décrire action là, ça rentrait. Mais comme ils rentré sans projet, eh bien, ça a périclité, et l'artisanat perd un espace de 400 mètres carrés à Destrélan. Et donc, actuellement, pas ni pour un côté, bon, chaque monde là, bon, ça qui paie, ni boutique à yo, magasin, comme ça fait yo. Mais en attendant encore un autre bitin, pas ni si longtemps que ça, entendre des représentants de la Chambre des ministres actuelle qui ont dit que fait des voyages dans la Caraïbe, donc mission dans la Caraïbe pour permettre à Guadeloupéens de développer produits à eux, marché à eux. Mais c'est méconnaître le bassin caribéen. C'est une méconnaissance totale. Et ça pas uniquement pour la mode, mais pour tout produit qui fait localement ne peut pas pénétrer le marché guadeloupéen. Oui. Ouais, mais le marché caribéen. Oui, déjà, non, mais même pas fermé. Il y a le coût du travail. Ouais. Mais oui. Il y a le coût du travail. Déjà premier évident, c'est le coût du travail. Donc, on y le coût du travail. On y deuxièmement circulation à produits là qui j'ai encore habité, qui j'ai encore voyé, c'est là. Mais ça c'est en occasion. Mais troisième bitin, c'est expérience qu'on vive à Trinidad dans les débuts des années 80. En dehors des coûts du travail, en dehors des cheminements taxes normales, mais il y a ça qui est un négatif liste. Parce qu'il y a un produit. Donc on est en surtaxe. Et là on fait calcul. À ça, on va en payer. C'est impossible. Et en rendre hommage à un monde qui est parti, un jeune Guadeloupéen qui était très dynamique, c'est Alain Spion. Puisqu'il était au MPI et c'est qui était trouvé un contrat à Miami avec des Trinidadiens. Nous tenions toute une série de jeunes Guadeloupéens qui étaient voulaient faire le pays avancer. Mais nous encore dans la réalité. Et même à présent, au cas tant de monde a dit dans d'autres domaines, bassin de commercialisation, nous c'est la Caraïbe. Donc c'est menti pour un Guadeloupéen. C'est vrai. Pour moi, c'est menti pour un Guadeloupéen. Et moi, je pose cette question-là, est-ce qu'il est trop tard pour... Enfin, pas du fait de vous, que dis-moi, là, j'ai pas envie de faire ça, mais pour relancer ça qui fait combien, 30, 40 ans pour développer, non, mais pour développer au moins, pas envie de dire le vêtement guadeloupéen, mais enfin au moins les gens qui a fait ça, ils vivent de ça. Mais cette structure-là, pour changer, déjà, il faut mettre en place une filière qui va permettre de faire formation dans tous les domaines de l'habillement. Ni l'homme, ni la femme, ni l'enfant, mais non pas un processus de réalisation sur mesure, ou qui toujours travaille pour un dépend de sous-développer. Il faut aller dans les techniques du prêt-à-porter qui permettent vous de diffuser pour le plus grand nombre. En 83, en traquant des démarches, parce que tenions vide, ou pas trouver main-d'œuvre, pas ni moyen de nous développer, dans toute une série d'artisans. Donc, on prend l'initiative de monter un centre de formation. Et ça jusqu'en 2001. Et nous, c'est les celles qui ont fait des formations, qui ont mené vers les techniques liées à la production. Mais et aussi qui ont traité la couture masculine. Arrêter la formation en 2001, et puis, du coup, par n'importe côté, on peut apprendre la couture homme. Est-ce qu'on peut trouver ça normal? C'est pas écouter ces paroles-là, ça, il pas. Peut-être qu'on peut attendre ça jour-là. Il faut attendre ça jour-là. À qu'espérer. Qui une occasion fait venir pour nous parler de ça. Et voilà. Pour vous venir à livre là, une des signatures qui est prévue, qui j'ai encore ça, parce que ça fait deux mois, depuis 2 mois il sorti. Oui, mais vous savez, c'est en auto-édition. Oui. Donc, si on a besoin d'un livre là, il peut rapprocher de Blue Time Studio. Oui. C'est une entreprise qui est dirigée par Yannick Mondelo. C'est qui fait toute mise en page graphique à livre là. Et c'est qui a chargé de commercialiser quelque part. Donc, on peut appeler au 62, 76, 67. Et là, peut-être qu'il y a des séances de signature, mais ce n'est pas sa première préoccupation. La préoccupation, moi, c'était de sortir un document pour laisser une trace. Est-ce que ce jour-là a fonctionné toujours? Oui, il y avait
faut dire, un bon ralentissement du coup des accidents de la vie que tout le monde nie. Oui, bien sûr. Et donc, il y a à peu près presque 5 ans, entre un petit coup d'arrêt par rapport à ça, dans dimanche à moins. Mais vous savez, ce n'est que physique. Donc, c'est un campagne, un peu ouvert nouveau pour faire cela pour moi. IP fait en 48 heures. IP fait en 48 heures, mais IP Qui est fait quand même. Quand même, il faut dire à présent, quand essayer de profiter par la force des choses, hein, à 74 ans d'anti-retraite, un peu mérité. Non, c'est normal. Non, mais on a bien porté, on a bien baillé. Encore conseiller le monde de livre là, c'est encore parce que les artisans secteurs là, ça, ils ont ni livre là. Certains. Certains? Oui, certains, une fois ils voient sortir, ils viennent chercher grand bonnet. D'accord. Bon. Reste que son guide quand même, non, mais son vrai guide de livre là. Et en dernier, toute histoire. Et on pas dit tout ça, on a dit, parce qu'il nous donne encore. Mais oui, un assez ramassé pour mettre l'essentiel. Il faut savoir que le premier défilé de mode en Guadeloupe fait en 1976 au cinéma Rex. On va changer ça. Et à l'occasion, ça va être une association, il faut financer en vous-même, hein, Ouais. tel Rex. Hein. Et c'était aussi une jeune formation en Guadeloupe qui a fait premier pas, expérience 7. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu une occasion de dire ça? On n'a pas pensé non plus. Ouais. Non, mais qui n'a un grand couturier français là où il était venu ici à Don? Parcours Aban. Parcours Aban, C'est-à-dire en voilà. 89, Ouais. on était responsable du Festag. Du Festac, oui, Parcours Aban était venu ici. Et donc, il était venu ici. Non, mais pas venu en tant qu'observateur. Il vient, il participe au débat. Quelle production pour la mode en Guadeloupe? Ouais. Et il vient avant collection, véritable collection haute couture, Ah, c'est ça. qui présentait avec tous les sortes. Hein. Il était même au même stade que nous. Et des autres qui participaient, pas de Trinidad, puisque nous avons invité toute la Caraïbe, en représentant l'Afrique, et parcours Aban qui a représenté la France. Il vient, il travaille contre tout le monde, il défile contre tout le monde, il habillé en cabine. Voilà, c'est ton exemple. Il va venir là en tant que parcours Aban, leader de quoi que ce soit. Il mettait à niveau nous et toujours encourager nous. Ça, c'est un monde pour lequel on a un très grand respect parce que, indépendamment de tout, ils soutiennent vraiment les créateurs guadeloupéens dans plein de domaines, y compris la mode. Et même soutient un gros cas là. En Dieu, plein. Oui, il soutient un gros cas aussi, Parcours Aban. Mais c'est effectivement. Toon Black, Ouais. c'était Oh, production c'est- parcours Aban avec Marcel Magna. Ah, et Mania, tout le on va reste. songer. Ah, mais voilà. En tout cas, merci de venir. Merci pour ça qu'on fait là. Merci pour trace là, on va laisser pour les Guadeloupéens. Et pour réflexion là qu'on porte sur la mode dans Guadeloupe, entre guillemets, et sur le vêtement, et sur la création, et surtout quand il y a la création d'une filière, parce que la question se pose, et nous avons l'occasion de venir avec ces questions-là, ça. C'est plus gros débat là pour mener là, 6 secteurs de l'habillement. Ouais. C'est qui gens ils ont abordé à présent. Voilà. Parce On peut que pas ça, dire ça. nous, question de mimétisme ici, ou quand on nous pas ni matière, nous travaillons, c'est des possibilités, ni teinture, ni des ateliers d'impression, en tout cas, on dit encore le centre des métiers d'art qui a redimensionné, parce que, encore rappelé que la première peinture sur le tissu, en fait en 84, en collaboration avec le centre des métiers d'art, et c'est Étienne Isère qui était réalisé parce que quand tu as besoin en tissu avec végétation bambou, impossible de trouver ça. On va directement le centre des métiers d'art. Et c'est comme ça, au Grand Pavois à La Rochelle, on a des vêtements avec végétation bambou. Nous avons plein de possibilités, mais il suffit que les hommes mettent au travail. Parce que Henri-Joseph, depuis qu'il fait le blé là, ou ça, Mendigo, quand il a là, j'ai passé au jaune avec curcuma, hibiscus, Nous avons les teintures qu'il faut. Ouais. Nous avons possibilité aussi des ateliers, de mettre en place des ateliers d'impression. Oui. C'est ça qu'il faut. Ouais. C'est que les professionnels, peut-être à travers une coopérative de production, trouver les moyens de mettre ensemble. Et ça aussi qui a fait que nous avons raté tout aspect que ça a été porté nous, ne serait-ce que le carnaval. Là, on a regardé tout le monde qui a au carnaval, mais quand quantité de monde qui a habillé pour le carnaval, pourquoi pas monter en coopérative, avoir un atelier commun pour traiter les vêtements du carnaval? Or, à présent, on fait ça aussi que nous avons gagné 2 reines de la Caraïbe du carnaval. Nous pas été trop nuls quand même en Guadeloupe. En 81 et 83, nous prenons 2 reines de la Caraïbe. Et à présent, en attendant que certains groupes en Guadeloupe qu'a commandé linge à l'extérieur, linge à carnaval à l'extérieur, pour venir défiler en Guadeloupe. Alors, nous avons une espèce de problème, mon frère. Merci.
de tout ça, on va dire là, et que ça, on connaît encore à dire, peut-être que nous avons l'occasion de faire débat là, qui est invité. Alors, je reçois Yannick. Bonjour, Yannick Zébus. Parce que Yannick Zébus, c'est une journaliste qui a eu plein d'expériences un peu partout. Sauf à Canal, peut-être, non? Oui, sauf à Canal 10. Sauf à Canal. Bon. Alors, donc, tu as créé Ta Veille, l'Observatoire des médias de la Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un flot d'informations au quotidien qui sont sectorisées, presse écrite, radio, télé, avec les médias qu'on connaît au niveau local, et qu'en fait, il n'y a rien qui recentre toutes ces informations pour en fournir une lecture globale, on va dire, et une explication. Oui. Alors, donc, c'est La Veille, c'est plus... Alors, ce sera quoi? Ce sera c'est un média sur les médias, en fait. Je préfère le terme observatoire, mais on peut dire média sur les médias, puisque effectivement, il y a tout ce travail de recherche, d'analyse, de décryptage que Ta Veille veut être, mais je préfère le terme d'observatoire. Alors, je vous pose la question, quelle est ta vision sur les médias en Guadeloupe d'une manière générale aujourd'hui? Puisque, en tant qu'observatrice, tu as point de vue, mais on pas besoin de faire. Ça est bon, non, pas bon, ça est pas bon. Ma vision sur les médias. Chaque média, en fait, a son angle d'attaque sur les sujets qui font l'actualité de la Guadeloupe. On peut prendre l'exemple des élections municipales qui se sont déroulées ces dernières semaines. Chaque canal, pour commencer déjà, que ce soit radio, télévision, presse écrite, a un traitement différent de même sujet d'information. Et ensuite, dans chaque canal, on a des médias différents qui, eux aussi, vont traiter ces informations de façon différente. Ma vision sur les médias, je suis une journaliste à la base, j'ai été dans différents médias, c'est qu'on a besoin, en fait, de ce regard extérieur pour confronter, en fait, les façons de raconter cette actualité de chacun. Parce qu'il y a une terminologie qui est entrée depuis quelque temps, ce qu'on appelle les médias mainstream. Oui. Il y en a qui n'aiment pas qu'on les traite comme ça, mais s'ils sont mainstream, ils sont mainstream. Exactement. Oui. Mais nous, on est là justement pour mettre en avant et confronter ces différents regards et ces différentes façons de traiter l'actualité. Alors, comment tu abordes le récit médiatique, justement, quand tu, devant ta télé, devant ton Internet, devant tout, comment tu arrives à gérer ça pour en faire un média, finalement? Alors, ce soit combien de pages chaque semaine? Alors, ça ne se compte pas en termes de pages, puisque pour le moment, c'est une newsletter que je diffuse sur les réseaux sociaux. À terme, ça sera un site internet qui est en fin de construction et qui sera mis en place donc pour qu'on puisse avoir accès aux différents décryptages. Le premier décryptage sera sur les élections qui ont eu lieu récemment. Bien sûr. Exactement. Et comment j'aborde? En fait, c'est un travail du quotidien. Oui. C'est un travail que j'avais déjà l'habitude de faire de par ma profession, de par le secteur dans lequel j'évolue, à savoir la communication. Je commence en fait à 6h du matin avec les premiers journaux. Wow. Je me réveille avec les journaux radio. Et là, sur ces élections, ça continue ensuite sur le cours de la journée. Je suis au courant au fur et à mesure de ce qui est publié, de ce qui est mis en ligne, de ce qui passe en radio ou en télévision, en termes d'actualité en tout cas. Et sur les élections qui sont passées, je me suis dit, c'est un travail que je voulais déjà faire. Ouais. Mais par manque de temps, on connaît, on ne prend pas le temps de faire. Et là, avec les élections, j'ai eu une passion un peu plus prenante, on va dire, pour non pas la campagne, mais la façon dont elle a été racontée par les médias. Et j'ai eu cette envie, en fait, de partager cette lecture, puisqu'en parlant avec des amis, des personnes de mon entourage, je me suis rendu compte, en fait, que on a tous, certes, notre traduction de ce que les médias nous racontent, mais que cette traduction, ce point de vue, est lui aussi fléché par la façon dont les médias vont le raconter. Et c'est comme ça que j'ai eu cette envie, en fait, de mettre en place Ta Veille, qui permet de vulgariser, entre guillemets, de regrouper les différents points de vue des médias et d'expliquer comment chaque média raconte une certaine actualité. Alors, il faut s'abonner sur Ta Veille? Tout à fait. Oui. taveille.media.
au singulier. Pour l'instant, le site n'étant pas encore en ligne, c'est un formulaire d'inscription qui permet de recevoir les différentes newsletters qui sont diffusées de façon hebdomadaire. Et ensuite, une fois que le site sera mis en ligne d'ici la semaine prochaine normalement, pareil, les personnes qui se seront inscrites recevront les mises à jour au fur et à mesure des différents décryptages qui apparaîtront sur ta veille. Et ça demande du travail quand même. Exactement. J'en sais quelque chose. Exactement. Oui. Alors, l'autre question qui se pose toujours, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de fake news qui partent, on raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Comment ta veille fera attention à ne pas tomber dans les pièges des réseaux sociaux? Étant journaliste de formation, j'ai cette tendance à toujours vérifier les informations, que ce soit les chiffres qui sont publiés. J'ai aussi utilisé pour les différentes newsletters qui ont été publiées à ce jour des éléments des réseaux sociaux, mais toujours avec une vérification, soit directement auprès des principaux concernés, soit avec des organismes censés être réputés pour nous donner les vraies informations, comme la préfecture par exemple en matière de chiffres ou de certaines informations transmises. D'accord. Quelle va être la périodicité? C'est-à-dire hebdomadaire, mais un jour particulier ou bien... Hebdomadaire le lundi, puisque le lundi matin, puisque la vocation en fait c'est pour ne pas avoir trop de flux non plus d'informations ou de transcription d'informations, de traduction d'informations. L'idée en fait c'est de parler de l'actualité de la semaine écoulée. Et donc, tous les lundis matins, les personnes inscrites... Ce sera ou pas une revue de presse? Ce n'est absolument pas une revue de presse. Non. Bon. C'est vraiment un décryptage de l'actualité. Parce que la revue de presse, c'est vraiment compiler les différentes informations. Bien sûr. Ta veille, c'est vraiment du décryptage de la façon dont les médias parlent de l'actualité. Alors, juste une petite question par rapport à ce que j'ai vu. Les communes qui ont structuré leur récit médiatique final, alors, numéro 1... Bimao, sur quoi tu t'es basé? Sur les différents articles, reportages, audiovisuels ou radiophoniques qui ont été diffusés par les médias. Là, pour le moment, sur les différentes newsletters qui ont été diffusées, on analysait les différents articles de médias, je vais les citer, hein, RCI, Canal 10, Guadeloupe Première, qu'en radio, qu'en télévision. Et je fais rentrer au fur et à mesure certains autres médias qui, eux aussi, ont des flash infos, par exemple, ou des journaux d'information. Et donc, c'est, comme tu as dit, hein, c'est un travail non négligeable. Et ça a été une collecte, en fait, sur chaque temps d'information d'un certain nombre d'articles publiés, réalisés, diffusés. Et ce sont les citations, en fait, sur chacun de ces articles. Et en début de chaque veille, il y aura une sorte de petit édito? Exactement. Oui. Petit édito pour synthétiser, en fait, ce qu'a été la lecture médiatique de la semaine écoulée. Oui. Comme tu le vois dans la veille que tu as dans les mains, des chiffres aussi, oui. Parce qu'il faut être factuel, des chiffres et des citations. Oui, et c'est vraiment la dernière question qui va t'embêter. Comment, par rapport à l'intelligence artificielle, ta veille va fonctionner? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on le dit, facilite le travail des journalistes, mais aussi bouffe aussi le travail des journalistes. Alors, je ne suis pas bouffe aussi, non, pas vraiment. Ça permet de s'améliorer, de fonctionner autrement, de travailler autrement. Sur ta veille, par exemple, ce sont des comptages ou des captations que l'intelligence artificielle nous permet de faciliter. Je me rappelle d'une époque où, pour faire la veille pour mon responsable, je devais rester à écouter les journaux, alors qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui nous permettent de télécharger, de transcrire, et ça simplifie énormément les choses. Donc, bouffer, non, pas forcément. Améliorer. Aider à améliorer, oui. Bien. Alors, rappelle quand même pour les gens qui sont intéressés par la veille, comment s'inscrire? Alors, s'inscrire sur le site internet taveille.media, et de là, ils auront la possibilité de s'inscrire donc soit à la newsletter directement, soit de nous rejoindre sur la chaîne WhatsApp qui est aussi en ligne. WhatsApp, la veille. Bon, ben... on va suivre la veille. Sans aucun problème. On va veiller la veille. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci aussi, Monsieur Mondello, pour vos réflexions très importantes pour le secteur. Et on fera un petit débat là-dessus.
avec les gens de la Chambre des métiers, parce que et d'autres artisans comme vous, parce que ça mérite en plus de ça. En Radi, vous n'êtes pas seulement artisans, vous sont artistes. Ça fait partie des bagages en moins, parce que la mode, en fait, ni deux parties, ni la création. Oui, oui. Et ni la production. Tout à fait. Mais c'est les deux pendant de la mode, puisque vous ne pouvez pas permettre de vendre des croquis, des portraits, tout ça, vous voulez. Il faut traduire en vêtements, parce que ces vêtements-là, on l'a rapporté. Oui. Et après, bon, moi, on travaille sur... Depuis 80, juste pour frontière apporter, en 94, on été sélectionné pour représenter le monde créole au printemps. Et donc, on fait 24 défis de printemps semaine. Et on rend compte que le monde créole, divers le Guadeloupéen, c'est là qu'on commence à porter réflexion là, non seulement il faut y habiller, mais aussi il y a un cadre. Parce que c'est tout ça qui est le monde créole. Donc, on commence à décliner toute une série d'objets, de décorations, luminaires, des bitins qui permettent en Guadeloupe un sentir dans l'univers. Et ça a contribué à propre réflexion et à cisaille à dans sa qui taille. Donc, obligé de mener en réflexion pour faire les autres accepter, ça y est, et aussi développer la capacité créatrice là que nous avons là, parce que nous avons ça dans tous les domaines, pas uniquement les vêtements. Lorsqu'on créateur, moins c'est la mode, mais on a capacité aussi de penser autre chose et de réaliser autre chose. Donc, on dit toujours la mode, la décoration, créer un univers créole, en fait. Merci et bravo. En tout cas, félicitations, 50 ans de carrière, petit livre d'autobiographie et une réflexion. Ça, c'est très, très, très important parce qu'en le monde, un pays là, il y a fait des butins, mais il va laisser pour trace. Il va partir, il va laisser pour trace. Et en bien conscient de ça, encore ça. Donc, continuez tant qu'à opé, porter grain de là. Par la grâce de l'esprit. Merci. Voilà, il est exactement 13h31. C'est la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec Claudie Lombion, Isabelle Faye. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Pas débrancher, nous rester connectés. Bonjour à vous, si vous nous prenez maintenant, c'est la dernière séquence du ZCL. On va recevoir Claudie Lombion, bonjour. Bonjour. Notre chroniqueuse qu'on va voir avec plaisir, nous n'entendons pas tes voix. Mais oui. Long time. Et Isabelle Faye aussi qui vient tout à l'heure, notre juriste. Avec Claudie, on va parler de quelque chose que je ne connaissais vraiment pas, le fait en bas. On parle première fois d'entendre ça. Ah bon? Non, sérieux, on va en parler. Un petit rappel, le dernier titre de l'actu. On va peut-être les développer. Non, oui. Tu veux le développer? Oui, on peut développer les échanges scolaires des élèves de Barbade en immersion ADE. Donc, des élèves de Barbade sont venus pour justement partager leur quotidien avec des collégiens, un échange culturel et linguistique qui permet de créer des liens, de découvrir d'autres réalités et de renforcer des sentiments d'appartenance à notre espace caribéen commun. On voit un reportage de Loïs Lane. Et ce projet, en fait, un partenariat entre deux établissements scolaires, St. Michael's School de la Barbade et notre collège. L'année dernière, nos élèves ont eu la chance d'aller à St. Michael's School, où ils ont été très, très bien reçus. Et aujourd'hui, c'est nous qui les accueillons dans notre établissement scolaire. L'objectif, c'est vraiment que les élèves vivent l'expérience d'être élèves en Guadeloupe, comme nous, on l'a vécu quand nos élèves étaient à la Barbade. Donc, ils vont aller en cours, normalement, français, maths, anglais, etc., avec leurs camarades du collège. Donc, on les a intégrés dans les classes. Ils ont l'emploi du temps en matinée. Puis l'après-midi, ils iront découvrir notre magnifique île. Pour moi, cet échange rentre effectivement dans notre projet d'établissement. Il s'agit pour nous de valoriser notre établissement et de donner de l'ambition à nos élèves, avec un renforcement des langues, une ouverture vers la Caraïbe et dire aux élèves que c'est possible. Vous savez, à la Barbade, maintenant, les langues n'ont pas beaucoup d'importance pour les anglophones. Oui, mais on veut que les enfants apprennent les langues parce que, vous savez, dans la Caraïbe, il y a les îles françaises, il y a un peu d'espagnol aussi. Alors, on veut que les enfants profitent de ces opportunités, de ces occasions pour parler.
L'objectif, c'est vraiment de développer cette connexion entre les îles de la Caraïbe. C'est très important pour nous dans ce collège, surtout que DE est une ville touristique. Il est important que les élèves comprennent l'importance de parler anglais et de connaître nos voisins caribéens. Donc voilà l'un des volets de ce projet-là, et donc développer l'amour de la langue anglaise, bien sûr. Nous accueillons les Barbadiens dans notre collège. Nous les accueillons avec une performance de gros cas. Nous échangeons nos cultures et nous sommes vraiment très heureux de les accueillir aujourd'hui. Nous leur avons préparé des danses de gros cas, des quiz, un message d'accueil, des chansons et puis oui. Donc nous ferons en sorte que leur semaine ici, leur séjour ici sera fantastique. C'est intéressant. Ben oui, tout à fait. Le petit jeune, non, c'est vrai, c'est intéressant. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick. Ça va? Bonjour Iman. Bonjour. Oui, on ça te va. retrouve avec plaisir aussi. Tu t'es perdu aussi dans les embouteillages, j'imagine, depuis un mois. Exactement. Dans les... Non, mais ça, c'est moi. Bon, alors, financement public, les clés, générique, c'est parti. On dit merci d'être là. Donc, on te retrouve avec la chronique financement public, les clés, si on en a besoin. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de la FEAMPA. Alors, du FEAMPA. De la FEAMPA, tu vois. C'est le 4e fonds européen. On en a parlé assez rapidement il y a quelques chroniques, justement, quand je présentais le panel des fonds européens disponibles sur le territoire. Et effectivement, il est assez peu connu. Alors, c'est un vrai levier majeur pour la Guadeloupe, notamment pour tout ce qui va toucher à la mer, au littoral et à l'économie bleue. On va voir un petit peu, justement, ce que c'est. Du coup, le FEAMPA, ce sigle, qu'est-ce que cela signifie? C'est le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture. En Guadeloupe, il représente quand même une enveloppe de 16 millions d'euros sur la programmation 2021-2027. Et c'est un outil financier qui vise à soutenir une pêche durable, à développer l'aquaculture, puisque dans l'ancienne programmation, on parlait du FEAMPA. C'est un fonds qui existait déjà. Il n'y avait pas le A qui s'est rajouté, le A de aquaculture. C'est dire aussi ce pan, en fait, de cette économie qui est misée aussi par les fonds européens en voie de développement, en tout cas, pour inciter à développer l'aquaculture sur nos territoires. Donc, il vise aussi à protéger les ressources maritimes et à développer ce qu'on appelle l'économie bleue. L'économie bleue. Mais ça ne concerne pas réellement le tourisme. Alors, l'écotourisme, on va voir tout à l'heure, mais le tourisme lié surtout à l'économie bleue et au littoral. On est vraiment sur un fonds qui est positionné sur la valorisation des littoraux. Et on va voir justement les différents outils, notamment institutionnels, qui sont déployés pour accentuer cette valorisation. Donc, l'économie bleue, justement, j'aime beaucoup une définition de la Commission économique pour l'Afrique, qui est un organe territorial de l'ONU, que j'ai découvert, et qui illustre assez bien ce que signifie cette économie bleue, qui la définit comme l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les environnements marins et d'eau douce. Donc, par exemple, la valorisation du tourisme littoral, bien sûr, la valorisation des produits de la mer, la gestion des déchets issus, effectivement, de la mer, les déchets marins, mais aussi les énergies marines renouvelables qui, là aussi, peuvent être un véritable levier en termes de développement économique sur nos territoires grâce à la houle, en fait, les énergies marimotrices, comme on dit. Donc, véritablement, c'est un fonds qui va embrasser et valoriser, financer, on va le voir, ces thématiques. Du coup, différentes priorités. Oui, justement. Sur ce fameux FEAMPA, des priorités très très concrètes. Je disais vraiment une pêche à la fois plus durable, mais aussi rentable. Donc vraiment trouver cet équilibre en termes de pêche, de préservation de la ressource marine. Une aquaculture, donc le fameux A qui s'est rajouté, une aquaculture vraiment innovante et respectueuse de l'environnement. On voit encore ce fil conducteur du développement durable, du respect des priorités en lien avec l'écologie.
qui fondent un petit peu le déploiement des fonds européens sur nos territoires. La valorisation des produits locaux issus de ces produits de la pêche, par exemple, et surtout le développement des territoires littoraux. Et nous sommes un archipel amplement concerné par ces problématiques. Donc, justement, tu dis que interviennent les GALPA. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces GALPA? Oui, tout à fait. Alors, les GALPA, ce sont des outils, justement, territoriaux, puisqu'aujourd'hui, l'Europe ne finance plus uniquement des projets individuels, elle est vraiment dans une dynamique de valoriser la dynamique territoriale, collective, pour structurer et accompagner justement le développement des différents territoires européens, et singulièrement de notre archipel. Et au travers de cela, il y a donc, depuis plusieurs années, j'ai eu présenté dans une précédente chronique le GAL Leader, donc qui est un outil territorial déployé au niveau des EPCI, des communautés d'agglomération. Et donc avec cette nouvelle programmation du FEAMPA, c'est déployé un outil qui existe depuis plusieurs années à l'échelle européenne et qui se déploie pour la première fois dans nos régions. Donc ce sont les groupes d'action locale pêche et aquaculture, donc qui visent à déployer ce fonds, ce FEAMPA, au travers des 6 communautés d'agglomération, des 6 EPCI. Donc, il y a 6 GALPA finalement. Exactement, il y en a un par EPCI. Donc, petit clin d'œil, merci pour ta photo qui est prise sur le site de CCN, copyright, qui permet de voir un petit peu la cartographie des EPCI. Donc, chaque GALPA est porté par un EPCI. Donc, en fait, ce sont des financements du FEAMPA. Le FEAMPA est donc disponible pour l'ensemble du territoire de l'archipel des îles de Guadeloupe. Mais par contre, les fonds qui sont concentrés dans ces GALPA, puisque ces groupements d'action locale, ils ont pour objectif donc d'identifier les besoins spécifiques au territoire. Des besoins en lien avec cette économie bleue ne seront pas les mêmes si on se trouve peut-être au Nord-Bastère ou encore à Marie-Galante ou à la Désirade. Donc on a véritablement des besoins qui ont été vraiment identifiés sur mesure au travers d'études. Ils accompagnent la sélection des projets en lien avec les services instructeurs de la région Guadeloupe, notamment du FEAMPA, qui sont aussi centralisés au sein de la région Guadeloupe. Ils accompagnent de manière spécifique les porteurs. Là, c'est vraiment des organes qui vont aussi proposer un accompagnement sur mesure, la rédaction même, des projets des porteurs qui vont venir identifier ce guichet. Et ils attribuent au travers de comités qui soient publics et privés, avec des collèges privés et publics, comme pour le cas du GAL Leader, vont attribuer des financements et des enveloppes qui ont été sanctuarisées au niveau des EPCI pour financer des projets véritablement à impact territoriaux. Alors, quels sont les types de projets qui peuvent être financés? Alors, on a vraiment une typologie différente de projets. L'objectif aujourd'hui, notamment grâce au déploiement des GALPA, c'est d'être dans une dynamique, d'avoir une logique qui soit ascendante, que les territoires contribuent et deviennent des acteurs majeurs du développement économique de leur territoire. Juste un petit clin d'œil justement avant de déployer sur les GALPA. Ces accompagnements financiers se sanctuarisent au travers d'appels à projets. Et il faut savoir qu'il y a des appels à projets. Je crois même que les 6 appels à projets des GALPA sont en cours. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des différentes collectivités territoriales et de se rapprocher donc des GALPA pour, si vous avez un projet en lien avec l'économie bleue et avec le littoral. Donc, concrètement, justement, on va voir quelle typologie de projet peut être accompagné. On va accompagner des projets donc dans une dynamique de tourisme durable, mais vraiment encore en lien avec le littoral, de transformation de produits de la mer, tout dans une dynamique d'innovation environnementale, de préservation en termes de développement durable et pourquoi pas, de gestion et de valorisation des déchets de la mer, et surtout aussi des projets qui soient dans une dynamique partenariale, collaborative, collective. Le premier cas, par exemple, ça peut être un marin pêcheur qui décide de diversifier son activité au travers de la création de sorties en mer pédagogiques, par exemple, aller découvrir les cétacés, voilà, ou encore transformer les produits sa pêche. J'avoue que j'aurais adoré avoir des filets sous blister, prêt sous vide, prêt assaisonné, etc. Il y a eu quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur un projet comme ça. Je salue avec Nathalie, elle se reconnaîtra. Et oui, donc ce type de projet de valorisation, vraiment d'agro-transformation, clairement. On parle d'agro-transformation de manière un peu générique, même si ce ne sont pas des produits issus de l'agriculture, mais surtout
de la pêche qui permettrait de valoriser, de créer des compléments de revenus. Donc là, le FEAMPA pourrait financer, par exemple, les équipements dédiés, l'aménagement de l'atelier de transformation, par exemple, et tout l'accompagnement à la structuration de l'activité, s'il y a des études spécifiques d'impact à mettre en place, donc tout ce qui va être, on va dire, prestations intellectuelles. Un deuxième cas pourrait être celui d'une entreprise qui développe un projet d'écotourisme, de découverte du littoral, singulièrement de la mangrove, et de valorisation des biodiversités qui soient endémiques à ces écosystèmes. Le FEAMPA pourra financer des investissements matériels ou encore des outils de sensibilisation, de communication. Tout à fait, bien sûr. Puisque, et de toutes les manières, de manière transversale, tous les financements européens peuvent accompagner la communication sur les projets, puisqu'elle est tout simplement obligatoire. Il faut absolument, c'est une obligation réglementaire de communiquer sur l'octroi des financements européens, puisqu'il y a, in fine, si on oublie, on zappe un peu les logos, et d'en parler, c'est une pénalité qui peut aller de mémoire jusqu'à 5% de la valeur de la subvention obtenue. Je me trompe peut-être, mais je ne suis pas très loin. Donc, c'est pas négligeable. Et un troisième cas d'école, qui pourrait être celui d'une association qui accompagne et qui valorise la collecte des déchets marins pour organiser le recyclage des filets de pêcheurs. Alors c'est tout à fait faisable et c'est un modèle qui existe de manière très concrète, notamment en Espagne, où il y a une entreprise, d'ailleurs, c'est même pas une association, qui met en place la collecte des déchets plastiques, notamment, au travers de tout un réseau de marins pêcheurs, pour refaire du fil et faire des vêtements, toute une gamme de vêtements issus des plastiques recyclés de la mer. Donc pourquoi pas un jour une chaîne de maillots de bain issus des plastiques recyclés de la mer. Voilà, on attend les idées, les innovations. C'est pour ça qu'on parle aussi de valoriser donc des dynamiques innovantes sur les territoires. Donc dans ce cas, les outils de collecte pourraient être financés, les actions de sensibilisation des pêcheurs, le déploiement peut-être de bacs de collecte au travers des bateaux de pêcheurs et la valorisation donc du coup de ces déchets marins. Alors évidemment, ces exemples sont illustratifs, sous réserve bien sûr de l'instruction effective d'éligibilité des différents porteurs, puisque c'est le service instructeur a ce rôle-là d'analyser de manière assez fine. Mais ce sont des cas pour pouvoir vous mettre un petit peu et projeter la typologie de projets qui pourraient être accompagnés. Et donc, on est vraiment dans une dynamique de projets qui ne sont pas isolés, mais qui s'inscrivent sur un territoire avec une dimension partenariale. Vraiment, c'est ce qu'il faut bien comprendre sur l'impact du FEAMPA et singulièrement des GALPA sur notre archipel. Qu'est-ce qu'on appelle l'accompagnement clé en main ? Alors, du coup, depuis une vingtaine d'années, l'Agrodeal, le cabinet Agrodeal accompagne justement ces différents porteurs de projets à mobiliser singulièrement de manière plus large les financements publics, mais les financements européens, les 4 fonds que j'ai eu présentés au travers des chroniques, le FEDER, le FEADER, le fonds spécifique à l'agriculture, le FSE+, et ce FEAMPA pour accompagner la transition des marins pêcheurs, mais pas que, le véritable déploiement de ce nouveau pan économique qu'est l'économie bleue. Et donc nous pouvons accompagner depuis la validation de l'éligibilité des projets, mais aussi le montage, clé en main, jusqu'au suivi, déblocage, archivage et audit, que tout se passe bien et que ces fonds soient correctement et efficacement consommés. Voilà. Ton actu quand même, tu as une petite actualité? Oui, pas mal de petites choses. On en avait parlé il y a un mois avec Iman. Avec tout d'abord, toujours, on continue à déployer, à diffuser le documentaire que j'ai produit, Des femmes une voix, qui vise à mettre en lumière les talents au féminin, qui propose justement des projets à impact sur nos territoires. Impact territorial. Donc la prochaine diffusion, donc je sors récemment d'une diffusion vraiment un succès qui s'est produite à Paris. On remercie encore Keïsa Numbré qui nous a accompagnés sur la communication et toute la partie relations presse, le cinéma Les Parnassiens et tout l'ensemble de l'équipe du film aussi qui était présente et le public venu en nombre. Et donc la prochaine diffusion se fera le 17 avril au Centre culturel Gérard Loquel à Bellecour, à Bémao. Et là, on aura encore avec
Manique ont mis en place ce beau binôme qu'on a eu fait lors de la présentation du coup du livre. C'est aussi l'actualité qui me concerne, à savoir la sortie depuis le mois dernier du livre Lettre à Gabriel, une voix pour les femmes, une promesse pour demain, qui se décline un peu dans la foulée du film, qui est un livre sur la transmission, l'engagement, la responsabilité de construire nos territoires, singulièrement au travers aussi des financements publics. Et Gabriel étant mon fils, et c'est ma lettre un petit peu à la jeunesse de nos territoires. Pas de signature prévue? Tout à fait. Oui. Ce sera donc déjà sur le 17 avril. Et on est en train de voir pour mettre en place des signatures certainement dans d'autres points de vente. Voilà. Donc on est vraiment assez activement là-dessus. Un ouvrage à lire, en tout cas. Alors, après. voilà. Alors, justement, tu as pu le découvrir. Commencer par le film et finir avec le livre ou faire l'inverse? On peut faire les deux. C'est assez déconnecté, c'est-à-dire que dans ce sens-là, effectivement, on va plus en profondeur sur le message du film, puisque je me livre vraiment sur la genèse du combat qui m'anime à valoriser ses talents. Mais c'est tout à fait déconnecté. On peut tout à fait débuter par le livre qui, je l'informe, est disponible sur tous les formats, qu'il soit papier, e-book, mais aussi le QR code s'affiche. N'hésitez pas à le scanner pour découvrir les différents formats. Et évidemment, en livre audio, avec Manique, c'est un petit écart, une voix, une histoire, que vous connaissez assez bien sur ce plateau. Donc oui, on a eu fait. Et petit scoop que j'offre aux ZCL, on est en train de travailler activement sur la traduction langue anglaise, puisque ça nous est aujourd'hui demandé. Donc voilà, très prochainement, on va dire, j'emprunterai à la chanson, très prochainement dans les bacs. D'accord, mais on va suivre ça. En tout cas, merci. Merci. Et à très bientôt. Oui, dernier le 17 avril et puis... Voilà, exactement. Et prochaine chronique dans 15 jours. Et on a rendez-vous pour parler du livre. Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, dernière slide, le 14 avril prochain, on va parler des aides d'État pour les entreprises. On va aller voir quels sont les financements que proposent les services de l'État pour la structuration des entreprises. Voilà. Merci. Voilà. Merci à toi. C'est l'heure de la dernière chronique de la journée. Cette fois-ci, c'est avec Isabelle qu'on retrouve. Bonjour. Bonjour, Danick. Tout va bien? Oui, très bien. Générique d'Isabelle et on commence sa chronique tout de suite. Alors Isabelle, on ne va pas seulement parler de ça comme ça, de l'indivision. Le problème, c'est d'en sortir. Le problème, c'est d'en sortir. Et... C'est compliqué d'en sortir. Alors, c'est compliqué parce que finalement, le problème majeur dans ces questions d'indivision, c'est l'information. Où aller la recueillir et comment est-ce que, justement, les indivisaires peuvent sortir de ces situations, je dirais, conflictuelles. Mais je pense que l'actualité récente me fait revenir sur une question que j'ai préparée. C'est quels sont, en fait, finalement, quel est le rôle des autorités publiques dans ces problèmes d'indivision qui sont certes privés, mais qui peuvent également avoir un impact sur le plan général et public, parce qu'on parle d'insalubrité, d'insécurité aussi, parce que dans ces conflits-là, qui sont des conflits familiaux, il y a des tensions, il y a parfois même de la violence physique, des blocages. Donc c'est vrai que c'est des questions qui restent privées, mais qui touchent aussi à des questions d'ordre public. Donc insécurité, salubrité aussi, parce que c'est bien fermé, finalement, sont parfois complètement détériorés aussi, occupés par des squatteurs. Donc ça, et pourquoi je reviens sur cette question, et surtout par rapport aux échéances électorales qu'on a eues dernièrement sur nos territoires et aussi en France hexagonale, c'est que ces questions-là ont été débattues lors des élections au niveau municipal. Ça a été débattu parce que il y a des biens, comme j'ai entendu, sans maître. Des biens qui sont complètement, je dirais, qui peuvent mettre le public en danger parce que aucune famille ne s'en occupe ou encore dans un état. Voilà. Il y a eu plusieurs incendies dans ces. Plusieurs incendies, des choses qui ont finalement
pu mettre la population également en danger. Donc c'est vrai que c'est d'ordre privé, mais ça a aussi un impact sur l'intérêt général. Mais alors, ces blocages dont tu parles, comment on peut en sortir? Alors, c'est ce que je disais, on a le conflit. Chacun est... Finalement, ce sont des biens qui sont communs, puisqu'il n'y a pas de séparation. Chacun a un intérêt, chacun veut forcément... voilà, un morceau, on ne sait pas toujours lequel. Et on ne sait pas toujours comment séparer. C'est là que survient donc ce conflit, puisque ce sont des droits concurrents les uns aux autres. On pourrait faire comme un cercle. C'est-à-dire qu'on ne s'arrêterait jamais de dire que j'ai droit et toi aussi. Et voilà, c'est un cercle vicieux, infernal. Donc ce problème-là, il ne peut se régler finalement, en tout cas de manière efficace qu'à l'amiable. Oui. Parce que sur le volet contentieux... Quand tu dis à l'amiable, c'est-à-dire que... Enfin, le mieux, ce serait cela. Ce serait de discuter... Quand les gens ne s'entendent pas... En fait, quand les gens ne s'entendent pas, on a donc le blocage et on est obligé d'aller au contentieux. Sauf que le contentieux, comme je l'ai dit assez régulièrement, il est long. Il faut faire des démarches pour cela. Et puis la justice est obligée également de trancher. Donc il y a un juge derrière. Avec, bien entendu, on le sait, on a plusieurs possibilités. D'abord, il y aura des décisions en première instance. Ensuite, il y aura l'appel. Donc c'est long. Oui. C'est très très long. Surtout que les tribunaux aujourd'hui sont... voilà, il y a quand même des délais derrière tout ça. Donc pourquoi je dis effectivement que ces conflits devraient, en mon sens, se régler plutôt à l'amiable? C'est parce que justement à l'amiable, on a la possibilité de faire de la médiation. Oui. Voilà, de faire entrer des acteurs. Un médiateur. Parce qu'au départ, c'est conflictuel. Oui. Oui, alors qui s'oppose? Quelqu'un de neutre. Ça pourrait être par avocats interposés qui font effectivement office de médiateurs, entre guillemets, mais en tout cas qui pourraient échanger avec les intérêts de chacune des parties en conflit. Ça pourrait être également un médiateur. Il y a beaucoup de médiateurs aujourd'hui qui entrent dans ces dossiers. Donc, c'est vrai que c'est figé parce que finalement, on n'arrive pas à discuter directement lorsque on est héritier ou on est indivisaire, parce que les conflits sont personnels. On n'a pas l'impression que les gens étaient en médiation. Là, hein. Non, ça pourrait être de la médiation. Justement, la médiation, c'est de la discussion. La médiation, c'est de la discussion aussi. Ah, c'est une discussion. Voilà, ça a l'air d'être une discussion peut-être houleuse, peut-être houleuse, mais c'est une discussion quand même. Donc, en fait, pourquoi je te disais ça? Parce que quand on est en indivision, on pense qu'on ne peut rien faire. Oui. Ça, c'est clair. On se dit, je suis en indivision, ben écoute, c'est un bien qui est commun, personne ne peut rien faire. Or, c'est faux. En indivision, on peut gérer le bien, on peut l'administrer. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire un acte de disposition, donc le vendre. Oui. Mais alors, je tombe dessus une loi qui a été adoptée à l'unanimité il n'y a pas très longtemps, qui va être mise en vigueur au mois en 2027 là, et qui permettra de faire des actes de disposition, donc de vente de biens. Et ça, c'est quelque chose... Si deux personnes ne s'entendent... On va regarder les conditions parce que la loi a été adoptée il n'y a pas très longtemps à l'unanimité et ça sera mis en œuvre dès 2027. Oui. Ça permettra donc de faire justement sur des indivisions qui sont restées trop longuement figées, de pouvoir en sortir au moins en disant, bon, ben je sais pas, la personne est décédée, on ne sait pas quoi faire du bien, on peut au moins le vendre. Oui. Mais en dehors de le vendre, on peut l'administrer, ce bien. Donc, je pense que les autorités publiques, notamment les communes, qui ont, pour moi, un contact un peu plus, je dirais, de proximité avec les justiciables ou les administrés, ont un rôle important à jouer dans ces dossiers-là. Pourquoi? Parce que sans s'en mêler, parce qu'effectivement c'est privé, mais par contre on peut accompagner, on peut apporter des informations précieuses à ces personnes qui finalement sont en conflit parce que manquent d'informations pour en sortir. Oui. Et là, l'autorité publique, donc les communes en l'occurrence ici, que je pourrais accompagner par cette information qui est transmise. Je te pose la question quand même, ça veut dire que la loi... pas Minati, Letchimy n'a pas réussi à calmer le jeu. La loi Letchimy a pu calmer le jeu, mais sauf que, comme toute loi, il y a des règles, il y a des exceptions, et il y a des conditions également. Je pense que ces dossiers, ces problèmes d'indivision sont tellement imprégnés au cœur des administrés, des justiciables, que finalement on cherche toutes les solutions qui permettent d'éviter qu'elles soient aussi longues. Parce que des indivisions de 10-30 ans,
Ben, ça existe, hein. C'est c'est quelque chose de plus courant que voilà. Donc il faut aujourd'hui, je pense, un accompagnement. Non seulement un accompagnement, mais il faudrait l'accès à l'information, parce que on pense que l'information est transmise que par les acteurs, je dirais professionnels, notaires, avocats ou d'autres acteurs, alors qu'on peut tout à fait avoir des informations simples. Comment gérer le bien? Un bien qui est en indivision, est-ce que je peux le louer? Quand le loue, qu'est-ce qu'on fait du fruit de cette location? On peut tout à fait créer un compte pour les indivisaires, mettre les fruits et répartir. Donc il y a pas mal de choses à faire pour éviter. On peut passer dans toutes les communes de Guadeloupe pour éviter qu'on soit dans des situations aussi désastreuses. Et je dis même sur plusieurs plans. Sur le plan de la sécurité, de l'insalubrité et d'autres choses. Et ça m'a fait rire parce que pendant les élections, dans une commune que je ne vais pas citer, on parlait de bien 100 mètres. Parce que la commune, finalement, était complètement asphyxiée par ces maisons qui restaient quand même dangereuses parfois. Les gens peuvent passer et une brique tombe sur quelqu'un. C'est de la responsabilité aussi communale. Vous voyez, donc c'est quand même privé, mais ça reste impactant également sur le plan de l'ordre public. Dernière question, alors, quel est le rôle du juriste dans cette affaire? Médiateur ou conseiller? Je dirais plus. Moi, je préconise la médiation. Oui. La médiation, essayer d'entrer en contact avec les parties, trouver des solutions, bien entendu, en expliquant l'intérêt d'en sortir de cette indivision, parce que finalement, personne n'a de titre de propriété, personne n'est maître. Il y a différents maîtres, entre guillemets, en tout cas des indivisaires qui n'ont aucun droit, ni les uns, ni plus l'un que l'autre. Donc finalement, quel est l'intérêt pour chacun? C'est de pouvoir disposer pleinement du bien. C'est entendu. En tout cas, merci pour ces informations. Il est pratiquement 14h et quelques 6 minutes. Je rappelle qu'on a reçu depuis le début du Z aujourd'hui Éric Coriolan, qui est venu faire un petit peu, monsieur le président de Sentinelle, venu faire un petit peu le bilan de son point de vue des élections municipales. Ensuite, Alex Mondelo qui a sorti un ouvrage autobiographique. C'est un créateur qui a beaucoup fait déjà pour la mode en Guadeloupe. Il est venu nous expliquer un petit peu sa vision, lui aussi, de ce qu'on appelle la mode, entre guillemets, en Guadeloupe. Et il a été assez réaliste et très dur, mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Yannick Zébus vient de créer un observatoire de la presse guadeloupéenne. Ça s'appelle Taveille. On peut s'inscrire par Internet pour pouvoir avoir une vision quotidienne, hebdomadaire, en tout cas de la presse guadeloupéenne. Avec Claudie Lombion, on a parlé du FEAMPA, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Et puis Isabelle nous a fait encore sortir une affaire. C'était quoi cette affaire? Oui, elle se poursuit. En tout cas, non, l'indivision, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas s'il est soluble, mais enfin bon. Oui, non, il n'est pas soluble dans l'eau, en tout cas. Comment? Il n'est pas soluble dans l'eau? Non, mais... rappelle les titres avec Iman News, très rapidement. Alors, les titres, on a vu des élèves de Barbade qui sont en immersion sur des haies. On a aussi parlé du Césaire qui a présenté son rapport de résolution au Congrès. On parlera plus tard aux informations du soir de la SAFER qui a signé une convention avec les jeunes agriculteurs, de la soirée poétique avec Didier Détouche et du prix de l'essence. Il a sorti un ouvrage, Didier Détouche, un nouvel ouvrage. Voilà qu'on le reçoive ici. Avec grand plaisir. Ouais. Bien. Voilà, on vous remercie de votre attention et puis on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL. Ciao, bye bye.